et bienvenue dans la pause décoloniale, votre émission podcast où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie vous parlent principalement de décolonisation. Ce que l'émission propose, ce sont des paroles de femmes qui pensent et agissent pour la décolonisation et déconstruisent le système dominant. Dans cette émission, on échange, on discute avec des militantes, des chercheuses, des femmes d'ici, du Pacifique et d'ailleurs. Aujourd'hui, jeudi 24 août 2023, nous vous proposons une interview de Maile Arvin, chercheuse féministe Kanaka Maoli, hawaïenne autochtone donc. Une interview réalisée par Anaïs Duong-Pedika pour le magazine The Funambulist le 23 mai 2023. Maile Arvin est maîtresse de conférences en histoire et études du genre à l'Université de l'Utah. Elle est également la directrice des études du Pacifique, Pacific Island Studies, à l'Université de l'Utah, ainsi que la coproductrice et co-présentatrice du podcast appelé Relations of Salt and Stars. Son premier livre, publié en 2019, s'intitule Posséder les Polynésiens et polynésienne, la science de la blanchité coloniale de peuplement à Hawaï et en Océanie. Ce livre analyse l'histoire du discours en sciences sociales qui affirmait que les Polynésiens polynésiennes seraient presque blanches au 19e et 20e siècle. Elle explore notamment les connexions entre l'anti-noireté qui concerne particulièrement les Mélanésiens mélanésiennes dans ce contexte et le colonialisme de peuplement en Polynésie. Elle travaille actuellement sur les histoires d'institutionnalisation des enfants à Hawaï. Merci à Anaïs Duong-Pedika et The Funambulist de nous permettre de diffuser cette interview sur la pause décoloniale. Merci également à Stéphanie Coulon pour la doublure en français de cette interview. Bonne écoute, bonne pause décoloniale. Dans ce texte, vous montrez comment la Polynésie est née de l'imagination des Européens impérialistes. Pourriez-vous nous en parler, ainsi que de la logique raciale derrière la division de l'Océanie en 3 zones, qui sont la Polynésie, la Mélanésie et la Micronésie? Je pense que beaucoup de représentations du Pacifique qui sont familières aux blancs-blanches d'Amérique du Nord ou d'Europe sont des représentations de la Polynésie et elles tournent autour de l'île tropicale paradisiaque, un endroit naturel et charmant pour passer les vacances. Mes travaux explorent comment l'histoire de ces représentations est très profonde et est inséparable du colonialisme et de l'impérialisme dans le Pacifique. Quand je faisais mes recherches pour mon premier livre, j'investiguais l'histoire de l'écriture scientifique sur la race, des occidentaux-occidentales qui venaient dans le Pacifique et qui assignaient ces idées occidentales de race aux personnes autochtones du Pacifique. Alors que je faisais cela, je n'arrêtais pas de tomber sur des références aux Polynésiens polynésiennes comme blanc, blanche ou presque blanc, blanche, ou d'autres termes conditionnels qui étaient placés sur la blancheur polynésienne, mais qui montraient constamment que les Européens et Européennes, d'une certaine manière, comprenaient les Polynésiens comme étant blancs ou blanches. On retrouve cela dans les premiers carnets de voyage écrits par Cook et d'autres. Mais mon livre se concentre un peu plus sur les scientifiques en sciences sociales qui sont venus après et qui ont continué à véhiculer certaines de ces idées. Une autre manière de présenter les choses serait de dire que les Polynésiens polynésiennes étaient compris comme des, entre guillemets, nobles sauvages. Mon livre tente de comprendre et de creuser l'histoire de cette idée des Polynésiens polynésiennes comme des nobles sauvages et comment cette idée est liée au fait que la Polynésie soit comprise comme, entre guillemets, presque blanche, alors que d'autres parties du Pacifique étaient racialisées de manière mutuellement constitutive et que la Mélanésie, notamment, était comprise comme noire. Donc mes travaux consistaient à comprendre l'héritage que laissent ces idées, et plus particulièrement en Polynésie, puisque je suis hawaïenne, mais je ne pense pas qu'on puisse comprendre vraiment la façon dont les Polynésiens
polynésiennes sont représentées comme presque blanches ou comme des nobles sauvages, sans voir aussi que les Mélanésiens mélanésiennes sont comprises comme étant l'inverse, comme des sauvages. Et la Micronésie peut aller dans les deux sens, dans les écrits historiques sur la race dans le Pacifique. Des fois, elle est plus associée à la Polynésie et parfois à la Mélanésie, suivant le colonisateur et qui est l'auteur, l'autrice du texte, et quels sont les arguments qu'il ou elle essaie de présenter. Mais je pense que cette histoire nous montre, c'est que les idées sur la race, l'antinoirité et la suprématie blanche sont très importantes et constituent une logique primaire qui s'associe au colonialisme de peuplement dans le contexte du Pacifique. Oui, et en fait, ce que j'ai particulièrement apprécié dans votre livre, c'est la façon dont vous faites le lien entre la suprématie blanche, la colonisation de peuplement et l'antinoirité en Océanie, et vous montrez comment elles sont articulées dans ce contexte particulier. Pour continuer sur ce sujet, ce qui serait utile pour celles et ceux qui nous écoutent serait d'expliquer comment l'autochtonie et la race ne sont pas la même chose, mais qu'elles sont cependant liées dans les contextes de colonialisme de peuplement. Donc pourriez-vous nous expliquer comment vous conceptualisez l'autochtonie dans votre travail et comment vous la mobilisez, ainsi que dans le contexte de Hawaï plus précisément et de l'Océanie plus généralement, donc comment vous utilisez le concept d'autochtonie? Quand j'explique ce qu'est l'autochtonie à mes étudiants en cours, j'essaie de leur faire comprendre qu'il s'agit d'une catégorie sociale, comme la race ou le genre, qui interagit avec ces autres catégories sociales, bien qu'elles soient distinctes. L'autochtonie fait référence à la catégorie sociale que seuls les peuples autochtones occupent. Et l'autochtonie peut être différente en fonction des différents groupes autochtones. Mais pour parler peut-être des Hawaïens ici, Hawaïens autochtones, bien que je pense que cela est aussi applicable de manière générale, l'autochtonie pour nous, c'est juste la façon dont on comprend notre relation à nos terres. Nous sommes des descendantes de la terre. La terre est littéralement notre ancêtre. C'est pour ça que la généalogie est très importante pour nous et parce que la terre est notre ancêtre, nous avons certaines responsabilités d'en prendre soin, tout comme cette terre prend soin de nous. Donc, d'un point de vue autochtone, l'autochtonie n'est pas la même chose que la race, dans le sens où on parle de généalogie au sens large et des responsabilités qu'on a liées à sa généalogie. La manière dont le colonialisme de peuplement travaille à détruire les liens des autochtones à la terre et entre communautés autochtones se fait en imposant des idées de race sur les peuples autochtones. Un très bon exemple dans le contexte hawaïen est l'introduction de l'idée de quantité de sang, le blood quantum. La quantité de sang est un concept occidental de race qui suggère que le sang autochtone est dilué à travers le mélange racial avec d'autres races. Dans la logique de colonialisme de peuplement, à travers cette mesure de la quantité de sang des gens, l'idée est que les autochtones sont destinés à disparaître et finalement faire partie de la race blanche, mais dans une position inférieure. Ces idées sont extrêmement nocive pour les peuples autochtones. Parce que pour les Hawaïens et Hawaïennes, traditionnellement, la généalogie était quelque chose de large et d'expansif. Donc, quand des différents types de gens ont commencé à venir à Hawaï, d'avoir un ou une ancêtre qui était chinois ou chinoise, blanc ou blanche ou d'une autre race, ça ne vous rendait pas moins hawaïen ou hawaïenne. Au contraire, cela élargissait les liens hawaïens avec le reste du monde. Donc ce n'était pas nécessairement vu comme une traîtrise à sa race ou à sa nation, mais juste comme une expansion. C'est très différent de l'idéologie apportée par les Américains, Américaines, les Britanniques ou autres Européens blanches à Hawaï, qui disaient que si on avait des ancêtres de différentes races, on devenait moins hawaïen ou hawaïenne. C'était, et ça continue d'être une idée qui fait beaucoup de dégâts pour les Hawaïens. C'est une manière de diminuer les épistémologies, relations et liens hawaïens.
Cela rajoute aussi un poids particulier aux femmes hawaïennes. Au fil des années, certaines de ces idées ont été internalisées par les Hawaïens et parfois, les femmes hawaïennes sont face à certaines pressions pour n'avoir des enfants qu'avec des hommes hawaïens qui ont une certaine quantité de sang hawaïen pour que leurs enfants aient une certaine quantité de sang hawaïen et que ces enfants puissent être reconnus par l'État pour certains programmes. Tout ça pour dire que cela met beaucoup de pression injuste sur et parfois même encourage la violence sexuelle envers les femmes hawaïennes autochtones en particulier. C'est pourquoi ces idées sur la race qui vont de pair avec le colonialisme de peuplement sont aussi très hétéropatriarcales, ce qui, encore une fois, n'était pas forcément la façon dont les Hawaïens-Hawaïennes pensaient ces choses-là avant le colonialisme. How Hawaiians thought about these things before colonialism. Dans votre livre, on retrouve beaucoup cette idée d'une perte tragique d'authenticité et de pureté à travers ce concept de quantité de sang. Vous analysez la science qui est derrière cette logique de la race polynésienne comme, entre guillemets, presque blanche, et vous expliquez le changement qui s'opère au XIXe siècle dans les récits occidentaux sur le Pacifique, où on passe de récits de voyage, de premiers contacts avec des réflexions sur les noms et les régions géographiques, à ce que vous appelez une fascination scientifique pour les origines polynésiennes qui, vous l'expliquez, a été surnommé, entre guillemets, le problème polynésien par les scientifiques. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette littérature et son héritage aujourd'hui ? Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, quand j'effectuais mes recherches pour le livre, je cherchais ces histoires de la science qui commencent vers la fin des années 1800 avec des gens qui sont linguistes et philologues, les gens qui tracent la généalogie des langues. Donc le premier chapitre de mon livre se concentre sur ces gens qui comparent les langues polynésiennes au sanskrit. Cela a été fait en utilisant les termes de l'arianisme. Les premiers discours d'arianisme étaient assez littéraux, dans le sens où ces linguistes et philologues blancs comprenaient que les Ariens-Ariennes étaient cette race ancienne du nord de l'Inde. Selon eux, les Européens et Européennes étaient des descendants distants des Ariens qui sont différents des Indiens modernes. Ces philologues comparaient des langues différentes avec le sanskrit et en fonction de leur similarité avec le sanskrit, concluaient que certaines races étaient plus ou moins blanches ou caucasiennes ou ariennes. Cela se faisait avec beaucoup de races différentes, mais ce lien s'est fait aussi avec les Polynésiens. Et ces scientifiques disaient de manière consistante que les langues polynésiennes étaient assez proches du sanskrit pour qu'on puisse démontrer que les Polynésiennes était un ancêtre distant ou que les Ariens-Ariennes étaient un ancêtre distant des Polynésiens et des Polynésiennes. Et donc, parce que les Européens et Européennes partageaient aussi cet ancien ancêtre arien, cela suggérait un lien entre les Européens et les Polynésiens qui serait déployé par les impérialistes et les colonisateurs pour dire « on est famille et nous allons venir en Polynésie et saisir les gouvernements et établir des plantations sur vos terres. Ce n'est pas du colonialisme, c'est juste une réunion de famille. » Donc en quelque sorte, c'est très compliqué. Ensuite, il y a eu des gens comme Edward Trigger dans le contexte de la Nouvelle-Zélande qui a écrit un livre intitulé Le Maori arien, The Aryan Maori, et son argument était littéralement le suivant, que le peuple britannique et maori sont des parents distants et que c'est simplement le destin que les Britanniques viennent à Aotearoa, Nouvelle-Zélande, s'en emparent et relèvent leurs petits frères maoris. Comme vous pouvez le remarquer, c'est un discours très paternaliste. Après ça, vers le tournant du siècle, arrive l'ère de l'anthropologie physique et de l'eugénisme. Durant cette période, il y avait beaucoup d'anthropologistes physiques qui voyageaient des États-Unis et de l'Europe au Pacifique et qui prenaient beaucoup de mesures détaillées de la tête des gens, qui cataloguaient la taille de leur nez, le type de lobe d'oreille qu'ils avaient, les frisottis de leurs cheveux, ou encore une fois, tout ça pour les comparer aux caucasiens, caucasiennes. C'est le terme que les anthropologistes physiques utilisent à l'époque. Et, en fonction de la similarité de ces caractéristiques, démontrer que certaines races étaient plus ou moins blanches ou caucasiennes,
Donc c'est à ce moment-là que les Polynésiens sont comparés à des Européens et encore une fois que des arguments sont élaborés autour du fait que le vrai type polynésien ancien était un type caucasien ou presque caucasien. Évidemment, si vous regardez la recherche que ces personnes faisaient, les personnes qu'elles étudiaient n'étaient pas comprises comme blanches. Cependant, on retrouve tous ces types de discours et logiques complexes que ces scientifiques utilisent pour démontrer que les Polynésiens sont supposément, conditionnellement, blancs-blanches. Et encore une fois, cette logique a été utilisée non pas pour étendre les privilèges de la blanchité aux Polynésiens, mais pour justifier le colonialisme de peuplement blanc en Polynésie. Ensuite, dans mon troisième chapitre, je me penche sur la sociologie et les études sociologiques qui étaient menées à Hawaï dans les années 20, 30 et 40. Ces études étaient beaucoup sur le métissage racial, enfin, ce discours de supposé métissage racial. Il y avait toute cette idée qu'Hawaï en particulier était un genre de melting pot racial magique que l'école de Chicago de sociologie représentait comme la solution à beaucoup de problèmes raciaux qui étaient flagrants dans les États-Unis continentales. Donc il y avait des sociologues blanches qui venaient à Hawaï pour faire des entretiens avec des personnes métisses et en fonction de leur interprétation, des enquêtes disaient « Oh, il n'y a pas de préjudice racial ici à Hawaï ». Mais quand j'ai lu leurs enquêtes, j'ai montré qu'en fait, il y avait énormément de preuves de racisme dans ces entretiens, dont du racisme internalisé, puisque beaucoup des entretiens que les sociologues ont réalisés étaient avec des personnes métisses chinoises et hawaïennes. Et en réalité, la majorité des entretiens disent « Oh, les Hawaïens sont mauvais, les Hawaïens sont bêtes ou arriérés, ils ou elles sont des criminels. » Et là, on parle de personnes hawaïennes qui disent ça des Hawaïens. Par contre, ils ou elles perçoivent leur héritage chinois comme plus positif, plus travailleur, comme correspondant mieux avec les idées associées au rêve américain. Donc, pour ce qui est de l'idée du melting pot racial, l'idée est que les Hawaïens et Hawaïennes vont se mélanger à la blanchité et encore une fois, cela justifie et naturalise le contrôle états-unien et l'imposition de la suprématie blanche à Hawaï, malgré le fait que les blancs et blanches n'aient jamais été une majorité à Hawaï et ne le sont toujours pas. Pourtant, les blancs et les blanches possèdent toujours beaucoup plus de richesse et de pouvoir à Hawaï que le peuple autochtone hawaïen. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que ces idées autour du melting pot racial étaient une façon pour la suprématie blanche de se développer, alors que les blancs et blanches n'ont jamais été plus nombreux que le peuple hawaïen. Donc pour continuer sur cette idée de melting pot racial ou cette perception très positive de l'hybridité raciale à Hawaï, pourriez-vous nous parler un peu plus des politiques sexuelles et raciales qui se jouent dans cette idée? Tout à l'heure, vous avez parlé des pressions que cela met sur les femmes autochtones hawaïennes, cette idée d'une perte tragique d'authenticité. Mais vous parlez aussi dans votre livre de la figure de la fille hawaïenne hybride ou métisse. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette figure et son lien avec cette, entre guillemets, arc-en-ciel ethnique et comment la fille hawaïenne métisse est aussi produite par ce que vous appelez une logique coloniale de possession par la blanchité? Sure, absolutely. Tout à fait. Dans le chapitre dans lequel je parle de ces entretiens sociologiques, je parle aussi de cette figure qui émerge à cette même période et je démontre qu'elle est permise en partie par ces discours sociologiques sur le melting pot. Cette idée de la personne à moitié hawaïenne ou bien la femme métisse hawaïenne qui devient très emblématique dans beaucoup de domaines, dont le tourisme. Mais surtout dans les années 40, il y a beaucoup de photos publiées dans les journaux de femmes soi-disant moitié ou métisses hawaïennes qui dansent pour les troupes militaires américaines qui étaient basées à Hawaï pendant la Deuxième Guerre mondiale et après. Ce que je démontre par rapport à cette figure, c'est que percevoir ces femmes hawaïennes comme métisses préserve les idées des Hawaïens hawaïennes comme nobles sauvages, exotique, mais cela rend aussi les femmes hawaïennes plus familières et plus disponibles pour les colons et les hommes blancs.
Tout au long de ce livre, je parle de cette logique de possession par la blanchité, qui est une autre façon de dire qu'il y a des moyens par lesquels les colons blancs étendent cette blanchité très conditionnelle aux Polynésiens polynésiennes. Ce n'est jamais une logique qui inclut ou qui étend les privilèges de la blanchité aux Polynésiens polynésiennes, mais cela garantit la logique selon laquelle les blancs blanches peuvent naturellement prétendre aux terres et aux autres ressources ainsi qu'aux personnes, et dans ces cas-là aux femmes métisses hawaïennes. Elles deviennent toutes des possessions naturelles de la blanchité. Car à travers cette logique scientifique sociale compliquée sur les origines de la Polynésie en Inde du Nord, qui a ce lien ancien avec les Européens, il y a cette idée que, les Blancs sont aussi autochtones en Polynésie, n'est-ce pas? Et donc, en colonisant la Polynésie, ils ou elles ne font que récupérer ce qui leur appartient déjà. Cela s'applique aussi à la terre et l'eau en Polynésie, qui sont utilisées pour construire de grandes plantations de sucre et plus tard des plantations d'ananas. Mais je pense que cette même logique est évidente dans les discours sur la quantité de sang ou les discours sur le métissage racial dans lesquels les corps hawaïens et plus particulièrement les corps identifiés comme féminins sont aussi perçus comme des possessions naturelles de la blanchité. Une autre chose dont je voulais qu'on parle, c'est le fait que c'est très clair que vous identifiez différents groupes de scientifiques. D'un côté, il y a les scientifiques colons blancs dont vous avez déjà parlé dans cet entretien, et d'un autre côté, il y a aussi les scientifiques polynésiens qui ont des positionnalités différentes, ainsi que des projets et des objectifs politiques différents de leurs collègues blancs, mais qui étaient néanmoins impliqués dans les discours d'exceptionnalisme polynésien et de la supposée proximité des Polynésiens et Polynésiennes à la blanchité. Pourriez-vous nous parler de ces positions distinctes et des enjeux de ces discours en fonction des identités des scientifiques qui y prenaient part? J'ai écrit sur 2 Polynésiens qui étaient impliqués dans ces discours à cette époque-là. Un d'entre eux est King Kalakaua, qui avait cette société scientifique qui s'appelait Halenawa. Avec cette société, il était impliqué, il suivait certaines de ses études sur la race polynésienne et parfois il essayait de voir comment ces études pouvaient correspondre avec les généalogies hawaïennes et les idées des hawaïennes sur la race, et d'autres fois, il essayait de les utiliser au profit de la nation hawaïenne de façon à peut-être soutenir que le royaume hawaïen était civilisé et moderne et peut-être blanc d'une certaine manière. Te Rangiroa est une autre personnalité sur laquelle je me penche. C'était un anthropologue maori. Parmi beaucoup d'autres choses merveilleuses, il a aussi écrit quelques livres qui impliquaient cette littérature sur le soi-disant problème polynésien ou sur les origines des Polynésiens polynésiennes. Il était d'accord avec beaucoup des chercheurs en sciences sociales blancs et soutenait que les Polynésiens polynésiennes venaient effectivement de quelque part en Asie, mais qu'ils ou elles ne s'étaient pas mélangés avec les Mélanésiens mélanésiennes et Micronésiens micronésiennes, et que donc les Polynésiens étaient vraiment une race distincte qui était plus blanche et implicitement ou explicitement supérieure aux Mélanésiens et aux Micronésiens. Je parle de cela non pas pour dire « Oh, Te Rangiroa était colonisé et avait tort », même si je pense que c'est important de critiquer l'héritage de ces idées et la façon dont elles ont été internalisées. Je parle de ça pour montrer que ces idées ne sont pas nos idées. Les Hawaïens, Hawaïennes et Polynésiens, Polynésiennes ont des idées très différentes de nos généalogies et nos relations, qui mettent souvent en avant que nous sommes famille avec les Mélanésiens, Mélanésiennes et les Micronésiens, Micronésiennes. Mais je pense que si on regarde les écrits de Kalakaua et Te Rangiroa dans ce contexte plus large du discours sur les Polynésiens comme étant blancs, cela fait penser qu'ils essaient de
Cela fait penser qu'ils essayaient de maîtriser ce discours et voir comment il pourrait être utilisé pour renforcer leur communauté, leur nation pendant cette période coloniale. Je pense que c'est important qu'aujourd'hui nous puissions nous rendre compte de tout ce que nous avons internalisé de ces idées pour pouvoir faire les choses différemment. À Hawaï, c'est vraiment évident qu'il y a beaucoup de racisme envers les Micronésiens, parfois même venant de personnes hawaïennes. Et il peut y avoir beaucoup de racisme à ce racisme. Mais selon moi, une d'entre elles est l'histoire de cette idée imposée sur le Pacifique qui dit que les Polynésiens seraient plus blancs et supérieurs aux Mélanésiens et Micronésiens. Et je pense que si on arrive mieux à déterminer d'où ces idées viennent et comment et pourquoi elles ont été internalisées, on peut alors comprendre ces idées comme vraiment centrales à la décolonisation de manière générale. Alors, peut-être qu'on pourrait revenir sur cette idée des Mélanésiens et Mélanésiennes, ainsi que des Micronésiens et Micronésiennes comme étant famille avec les Polynésiennes et Polynésiens. Et c'est la façon dont beaucoup de gens dans le Pacifique voient les choses. Dans la deuxième partie de votre livre, vous démontrez la manière dont la logique de possession par la blanchité continue aujourd'hui d'informer la façon dont les Américains et les Américaines blancs et blanches perçoivent et valorisent les Hawaïens et Hawaïennes autochtones et les autres peuples autochtones du Pacifique. Encore plus important, vous montrez comment les personnes autochtones du Pacifique résistent ces discours coloniaux de peuplement et mobilisent des stratégies contre cette logique de possession par la blanchité dans plusieurs contextes. Vous le faites notamment en utilisant le terme de, entre guillemets, refus régénératif. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples contemporains de cela et nous en dire plus sur ce que vous voulez dire par refus régénératif et en quoi cela aide à mettre en avant des futurs océaniques radicalement décoloniaux? Dans cette deuxième partie du livre, j'essaie de montrer plusieurs exemples liés à l'héritage de ces idées, ainsi que la manière dont les autochtones hawaïens, hawaïennes et d'autres peuples polynésiens font face à ces idées de nos jours. Je me penche sur plusieurs contextes, dont les formes légales de reconnaissance et les débats en droit sur la quantité de sang, ainsi que les études génomiques, où on retrouve encore une fois majoritairement des scientifiques blancs, blanches ou non polynésiens, non polynésiennes, qui essaient de déterminer les origines exactes de la race polynésienne. Mais cette fois-ci, en utilisant les technologies génomiques. Je me penche aussi sur nos artistes autochtones contemporains qui travaillent sur ces idées. L'idée de refus régénératif dans l'utilisation que j'en fais m'a été inspirée par le fait d'observer que souvent l'engagement et l'implication des personnes autochtones avec ces sujets-là est rejeté comme désespérément futile. Par exemple, en 2014, le département de l'Intérieur du gouvernement fédéral des États-Unis est venu à Hawaï pour tenir des audiences sur la soi-disant reconnaissance fédérale des Hawaïens, Hawaïennes autochtones, qui a une histoire très longue et complexe. Pour être brève, le département de l'Intérieur voulait donner au peuple autochtone hawaïen le même statut qu'aux tribus amérindiennes reconnues fédéralement. Les autochtones hawaïens n'ont jamais eu ce système parce que l'histoire du colonialisme à Hawaï est liée, mais aussi différente du colonialisme qui a impacté et continue d'impacter les Amérindiens. Donc en 2014, le département de l'Intérieur est venu à Hawaï et a tenu ses audiences sur quels sont les avis des communautés hawaïennes sur leur reconnaissance fédérale. Audience après audience sur toutes les îles, dans les endroits différents et de manière consistante, probablement d'ailleurs 90% de toutes les personnes qui ont parlé à ces audiences ont dit on ne veut pas être reconnu par le gouvernement fédéral comme un peuple autochtone au sein du département de l'Intérieur. Veuillez nous envoyer le département d'État pour venir parler de restaurer notre indépendance en tant que pays indépendant. Et de manière vraiment intéressante, il y avait aussi à ces audiences beaucoup de résistance à ces idées de quantité de sang.
de Blood Quantum. La façon dont ces audiences et les réponses hawaïennes ont été présentées dans les médias à ce moment-là, avec beaucoup de « Oh, les Hawaïens sont irrespectueux, ils sont méchants », avec les gens du département de l'intérieur. Les gens du département de l'intérieur essaient juste d'aider, mais les Hawaïens sont tellement arriérés et sans espoir, ils ou elles rejettent leur aide. L'idée que j'essayais de mettre en avant avec les refus régénératifs est que tous ces gens qui ont parlé à ces audiences, qui ont dit non à cette offre du département de l'intérieur, tous ces refus ont été niés par les médias dominants. Mais je pense qu'il s'opérait en fait quelque chose de vraiment radical et régénératif, même si au final le département de l'intérieur a passé une loi qui a reconnu les Hawaïens, Hawaïennes d'une certaine manière. Je pense que ce qui est ressorti de ces audiences était quelque chose de plus grand et plus intéressant qui n'a rien à voir avec le département de l'intérieur. Quand les gens ont pris la parole, ça a été une opportunité pour les Hawaïens, Hawaïennes de dire ce que nous pensions que nos relations les uns aux autres étaient et de dire quelle nation nous voulions et comment nous voulions être reconnus, comment nous pourrions nous reconnaître les uns les autres. Donc l'idée du refuge régénératif est juste vraiment une manière de montrer que dire non peut être très productif parfois. Malgré le fait que dans beaucoup de discours dominants, le refus est perçu parfois comme quelque chose qui rend les choses difficiles. Donc je parle de ces audiences et de cet exemple dans le livre, aussi en termes génomiques. Il y a aussi un refus à certains moments par les Hawaïens, Hawaïennes de participer aux études génomiques et d'accepter de modifier génétiquement le kalo ou le taro qui est notre plante et aliment de base. Encore une fois, en essayant de montrer comment cela a été beaucoup représenté dans les cercles dominants comme « Oh, les Hawaïens ne savent juste pas ce qui est bon pour eux, ils ou elles font juste les difficiles », j'essaie de démontrer que dans le contexte de ces histoires longues de colonialisme, ces refus sont importants et puissants, même si ce n'est pas évident pour les personnes extérieures que quelque chose de productif est en train de se passer parce qu'ils ou elles sont en train de rejeter le projet de colonialisme de peuplement, mais l'idée du refus régénératif sert vraiment à voir ces moments comme producteurs de quelque chose de différent et décolonial qui est essentiel pour nos communautés. Decolonial, that is really essential for our communities. C'était une interview de Maïlé Ervin par Anaïs Douang-Pédika pour le magazine des Funambulistes le 23 mai 2023. Vous pourrez retrouver la transcription de cette interview en anglais disponible sur le site internet du magazine des Funambulistes et en version papier le numéro 48. On espère que cet épisode vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine pause décoloniale, toujours sur les ondes de Jido. À très bientôt.